On est en 1936 et un jeune garçon, Floyd Hamilton, habite avec son père et sa belle-mère dans l'état du Michigan. Élève studieux de 5e, Floyd est un garçon comme les autres. Ses parents sont divorcés, mais il a gardé de bons contacts avec sa mère, bien qu'il ne la voie pas autant qu'il le voudrait. La vie du jeune garçon n'a rien de très anormal jusqu'au 4 avril 1936. Son père et sa belle-mère rentrent vers 17h d'une escapade à Fan River, une ville à une dizaine de minutes de chez eux, et retrouvent le jeune Floyd pendu dans le salon. Sans aucun signe avant-coureur qui aurait pu alerter ses proches, Floyd, âgé de seulement 13 ans, s'est ôté la vie. Seul indice concernant son geste, une coupure de presse évoquant une musique hongroise nommée Gloomy Sunday. Mais une musique ne peut pas pousser quelqu'un à se suicider, n'est-ce pas ? Gloomy Sunday est aussi nommée la musique du suicide, et pour cause, elle aurait causé plus de 200 décès à travers le monde. Laissez-moi vous parler un petit peu de cette musique. Gloomy Sunday, c'est une triste ballade au piano qui voit le jour en 1933 grâce à deux hommes. Resso Serres, le pianiste qui a composé la mélodie au piano, et Laszlo Javor, un jeune journaliste qui a écrit les paroles de la musique. Les sources sont assez difficiles à trouver concernant la genèse exacte, mais l'histoire qui revient le plus souvent, tirée d'une interview de Resso Serres des années plus tard dans ce magazine, dont je ne vais pas prononcer le nom, raconte ceci. Resso et Javor se sont rencontrés dans un café, dans le petit village de Liget, en Hongrie. D'abord, Javor a écrit un article sur Serres, puis il lui a fait lire un de ses poèmes et lui a demandé s'il pouvait en faire une musique. Serres a accepté et des jours plus tard, lorsque la musique fut composée, il la joua dans le café. Le public l'a tellement aimé que dans une soirée, il a pu la jouer jusqu'à 30 fois. Resso, après ce petit succès, va donc essayer de trouver un éditeur. On est à peine avant l'apparition des phonographes, les premiers appareils permettant d'enregistrer de la musique. Alors à cette époque, la musique se vend principalement sous forme de partitions, mise sur le commerce naissant du marché de la musique par des éditeurs. Et au départ, personne ne voulait éditer cette partition. La chanson était jugée trop triste pour valoir la peine d'être écoutée. Ce n'est que quelques temps plus tard qu'un éditeur acceptera cette partition et qu'elle atterrira dans les mains de Pál Kalmár. Alors, ce nom ne vous dit sûrement rien, mais Pál Kalmár en Hongrie à l'époque, c'était un chanteur extrêmement populaire. Pál Kalmár donc tombe amoureux de cette partition et décide de chanter les paroles avec les nouvelles technologies. Et Gloomy Sunday sort officiellement. Et puis, un matin de fin mai, un jeune fonctionnaire du ministère se tire une balle dans un taxi après une nuit plutôt joyeuse dans un bar de la ville. Dans son portefeuille, les policiers découvrent le texte de Gloomy Sunday. Un article paraît, publiant également les paroles de la chanson. Ah oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais de quoi parle le texte de Gloomy Sunday, au fait ? Eh bien, deux possibilités existent concernant l'inspiration des paroles. Certains disent qu'elle a été inspirée par l'état du monde de cette époque, la famine qui sévissait en Hongrie, l'entre-deux-guerres extrêmement difficile pour la population, et d'autres disent qu'elle parle d'amour et de rupture, Resso Serres et Laszlo Javor connaissant tous les deux, à cette époque, des ruptures amoureuses déchirantes. Dans tous les cas, quelle que soit l'inspiration du texte, il est clair qu'il est profondément triste. Mais de là à pousser au suicide, vraiment ? Eh bien, visiblement, oui. La police de Budapest se retrouve quelque temps plus tard à enquêter sur une série de suicides. Ils retrouvent des corps pendus dans plusieurs maisons de la ville, avec à leurs pieds un gramophone jouant Gloomy Sunday. Ils retrouvent également un cordonnier hongrois, laissant derrière lui une note contenant les paroles de cette musique. Des gens sont retrouvés morts dans le Danube, avec dans leur poche la partition de Gloomy Sunday. La police hongroise fait petit à petit le lien entre ces différents suicides. Gloomy Sunday pose problème. La police finit par faire interdire la chanson en Hongrie. Pendant ce temps, le reste du monde, et notamment les États-Unis, voit cette affaire d'un œil beaucoup plus financier. Une musique qui fait se suicider les gens, c'est un excellent coup de communication, non ? Puisque tout est bon pour faire de l'argent, la chanson est traduite en anglais et commercialisée de l'autre côté de l'Atlantique. Et malheureusement, des cas de suicide liés à elle seront encore reportés. À Paris, à Berlin, à Londres, à Rome et dans plusieurs États des États-Unis, dont la triste mort du jeune garçon de 13 ans, Floyd Hamilton. La chanson ne sera pas interdite aux US, même si l'interdiction sera quand même évoquée au niveau du Congrès. Cependant, la BBC, qui diffuse principalement en Angleterre, va elle interdire la chanson, la jugeant trop triste pour ses temps maussades.
Et le compositeur de la chanson dans tout ça, Resso Ceres, qu'est-ce qu'il en dit? Eh bien, sans grande surprise, il a assez mal vécu cette notoriété morbide. Bien que sa chanson soit maintenant mondialement connue, elle est aussi, voire surtout, mondialement connue pour être la chanson du suicide. Et c'est assez difficile à supporter pour le compositeur. Il écrira dans une lettre à l'une de ses amies: « Cela me fait mal que tant de gens aient choisi cette chanson comme leur marche vers la mort. » Comble de l'ironie, Resso mettra fin à ses jours en 1968, clôturant ainsi le chapitre de la chanson du suicide. Tout ça ressemble à une légende et pourtant ce n'en est pas une. Cependant, je pense qu'il est légitime de se poser une question. Est-ce que c'est vraiment possible qu'une chanson soit la cause du suicide de tous ces gens? La réponse est globalement non. Disons qu'il faut nuancer le propos. Déjà, concernant juste le cas Gloomy Sunday, tout est parti de Hongrie et on reporte avec une quasi-certitude 17 suicides certains faisant mention de Gloomy Sunday juste l'année de sa sortie en version musicale. Mais à cette époque, il y a 4 éléments de contexte à prendre en compte, listé dans une étude réalisée par 3 chercheurs universitaires qui se sont justement posé la question: est-ce que cette chanson a créé une épidémie de suicide? Dans cette étude, il est noté que le taux de suicide de la Hongrie est extrêmement élevé à ce moment, plus que dans les autres pays. Il y a donc plus de personnes à risque qu'ailleurs. Ensuite, il y a un contexte économique et politique extrêmement pesant. C'est la Grande Dépression et l'entre-deux-guerres, puis la Seconde Guerre mondiale, donc globalement, le moral de la population n'est pas au top. Ensuite, on rentre dans des choses un peu plus scientifiques. Il y aurait un gène précis appelé finno-hongrois, donc entre les Finlandais et les Hongrois, qui aurait une plus forte prédisposition au suicide. Et enfin, il faut prendre en compte la culture hongroise, où le suicide est plus vu comme une solution acceptable, là où dans d'autres pays ce n'est pas du tout le cas. L'étude précise que de nombreuses personnalités publiques hongroises se sont suicidées dans l'histoire, dont un premier ministre. C'est quelque chose qui est perçu différemment dans le pays. En fait, ces données nous permettent de remettre les choses dans leur contexte et de tirer une hypothèse qui est que le son serait juste le déclencheur du suicide de ces personnes. Les personnes qui sont passées à l'acte l'auraient sûrement fait sans Gloomy Sunday, même les personnes qui ne montraient pas de signes de détresse apparents. Mais la chanson a comme touché quelque chose en eux et ils ont choisi d'en faire la chanson de leur mort. Et ça nous amène à une hypothèse plus globale. Gloomy Sunday est associé à plus de 200 suicides dans le monde, ce qui en fait la chanson la plus meurtrière en quelque sorte. Cependant, ce n'est pas la seule dans l'histoire de la musique à être accusée de créer, avec tous les guillemets du monde, des suicides. Ozzy Osbourne, Marilyn Manson, Judas Priest ont eux aussi fait des chansons qui parfois les ont carrément traînées au tribunal parce qu'elles étaient accusées d'avoir poussé des personnes à se tuer. Globalement, les quelques études qui sont sorties sur le sujet, j'avoue qu'il n'y en a pas énormément, s'accordent à dire que l'art n'est pas responsable du suicide et qu'il n'en est jamais la cause profonde. La seule chose qu'il peut faire, c'est déclencher en nous des émotions, et parfois des émotions trop fortes qui s'ajoutent à des pensées déjà omniprésentes, et ça peut parfois avoir des conséquences mortelles. L'art pourrait donc être un déclencheur d'émotions négatives et parfois la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais il faut aussi noter que l'inverse est sûrement vrai également. Je ne sais pas si la musique peut sauver des vies, mais en tout cas, elle a clairement le pouvoir de réconforter certaines personnes traversant des passages difficiles et elle apporte des émotions positives, tout autant qu'elle apporte son lot de négatifs. Je pense qu'il faudrait une vidéo entière sur la relation entre art et santé mentale. En attendant, cette vidéo-ci, elle n'a pas vraiment de conclusion. J'ai juste essayé d'apporter de la nuance à cette histoire assez connue, qui reste l'une des histoires vraies les plus terrifiantes et les plus étranges du monde de la musique. Si vous avez d'autres éléments à apporter sur le sujet ou des témoignages concernant la relation entre art et santé mentale, je serais ravie de vous lire en commentaire. En attendant, et c'est peut-être le plus important, prenez soin de vous et prenez soin de votre santé mentale.